Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. J'ai jamais fait partie de la police, mais les gens me prennent parfois pour un flic. Et c'est le cas de ce type qui sort au galop de la ruelle, qui me cogne et qui manque de me fiche par terre. « Je cherche un agent de police !» qui me dit. Je lui réponds gentiment. « Il n'y a pas de commissariat dans le voisinage, mais vous pouvez sûrement en appeler un depuis ce café, là-bas. » Il me dévisage et me demande. « Vous croyez qu'il y a du monde dans ce bar ?»« Bah, avec le barman, vous et moi, on sera déjà 3. »« Quelqu'un me poursuit, monsieur. Je ne le connais pas, et cependant il veut me tuer. » À mon avis, que je lui réponds, ce qu'il vous faut, c'est un verre de quelque chose de fort. Et je l'entraîne vers le café. On entre dans le bar, qui n'est pas très bien éclairé, et il n'y a que 5 clients, 4 hommes et une femme sans doute, parce qu'on est lundi soir. Ils sont tous assis. On avance jusqu'au bout du comptoir, le barman vient vers nous, le type sort un billet de $5 et demande un whisky. « La même chose pour moi, » que je dis. « Laissez-nous la bouteille. » Le barman remplit nos verres et laisse la bouteille. Le type est tout disposé à raconter son histoire à n'importe quel inconnu. Alors je l'écoute. Son histoire est incroyable. Il s'appelle Everett Biner et il travaille pour une fabrique d'appareils électriques. Il voyage beaucoup et se déplace en voiture. C'est en s'arrêtant pour dîner dans un restaurant de la ville qu'il est devenu une bête traquée. À peine assis, il a commandé un steak et un bourbon quand une fille arrive, plutôt jolie, brune, 1,60 m. Biner la remarque parce qu'elle a des larmes plein les yeux. Il se décide à lui offrir un verre. Elle accepte et s'assied à sa table. Biner n'a pas encore entamé son steak, qu'ils en sont déjà au 2e whisky. Elle en avale 2 autres encore tandis qu'il mange sa viande. Quand elle suggère d'aller dans un endroit plus animé, Biner accepte sans trop savoir pourquoi. La fille insiste pour le conduire. Sa grosse décapotable est en harmonie avec elle, de la classe mais un peu vulgaire. Elle s'appelle Marcia. Elle roule un peu trop vite au gré de Biner. Au bout de quelques kilomètres, il traverse en trombe un carrefour mal éclairé quand un chien bondit du trottoir de gauche au moment même où un flic descend d'une voiture parquée à droite. Marcia ne voit que le chien, donne un coup de volant et projette le flic sur le trottoir. « Arrêtez, Marcia, vous avez renversé un agent !» qu'il lui dit, le Biner. Marcia, elle s'arrête pas. Elle continue de rouler. Finalement, elle s'arrête à 1500 mètres du lieu de l'accident. « Le commissariat est en bas de cette rue. » qu'elle dit. « Alors, on ferait peut-être mieux d'y aller. » Quand ils entrent dans le poste de police, un vieux gradé en bras de chemise est en train de parler dans un micro. « Peter, va voir le docteur Bardy pour qu'il t'examine, ce sera plus prudent. » Marcia s'approche du vieux flic. « J'espère que je ne l'ai pas trop blessé, chef. » Le chef lui jette un coup d'œil de biais et reprend son micro. « Peter, c'était bien une Cadillac décapotable comme celle de Marcia Bellman? »« Bon, d'accord, merci. Vous voulez faire une déposition, mademoiselle Bellman? »« Chef, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Un idiot de chien a traversé devant moi et j'ai renversé Peter sans même m'en apercevoir.
Monsieur Byner, ici présent, me l'a bien dit, mais j'ai cru qu'il plaisantait. » Marcia s'est exprimée avec lucidité, mais son haleine empeste l'alcool. Le chef, cependant convaincu, fait taper sa déposition, puis il ordonne à Byner de le suivre dans le couloir. « Monsieur Byner, je veux que vous quittiez cette ville en vitesse. Mais ne me regardez pas comme si j'étais un pecno de flic. Nous ne voulons pas avoir un assassinat sur les bras. Et c'est ce qui arrivera si vous restez ici. » « Un assassinat, chef? Mais quel assassinat? » ?»« Votre assassinat, monsieur Byner. Si mademoiselle Bellman a recommencé à biberonner, je donne pas cher de votre peau. Écoutez-moi bien, monsieur Byner. Mademoiselle Bellman vaut presque $1 million quand elle ne boit pas. En revanche, si elle recommence à boire, son père la déshérite. Il lui laissera qu'une petite rente, à peine de quoi vivre. Et ça, c'est pas du tout du goût de Jack, le fiancé de mademoiselle Bellman. Lui, il a réussi là où tout le monde avait échoué. Il l'a mise au régime sec et il l'y a maintenue, jusqu'à ce soir en tout cas. »« Mais enfin, chef, voyons, parce que je me trouvais là par hasard quand elle a bu quelques whisky, son fiancé voudrait me tuer. » »« Oui, c'est ça, monsieur Byner. C'est une certitude. Tout le monde le sait ici. Quand il parle de ce $1 million dont elle devrait hériter, le Jack, il a l'air d'une bête fauve. Et j'étais là quand il a dit un jour: « Marcia a assez de cran pour renoncer à l'alcool. Mais si jamais quelqu'un l'incite à recommencer, ce quelqu'un se transformera rapidement en cadavre. Et un cadavre pas joli à voir, parce que je lui aurais découpé le visage à coups de bouteille. » »« Mais enfin, chef, il est complètement fou, ce Jack, là. Je comprends qu'on ait envie de tuer un type qui vous prive d'$1 million, mais il y a peu de gens capables de mettre ce genre de menace à exécution. » »« Oh, le Jack, il en est tout à fait capable, monsieur Byner. Je peux vous l'assurer. Quand il promet quelque chose, il tient parole. Bon, j'admets qu'il est un peu fêlé. Et pour lui, la seule justice, c'est la loi du talion. Vous avez fait boire sa fiancée. Je parie qu'il essaiera de vous tuer avec une bouteille cassée. » »« Bon sang, mais personne n'a forcé Marcia à boire, chef. Elle est venue s'asseoir à ma table, mais ce qu'elle a bu, elle l'a commandé elle-même. » »« Oui, mais qui c'est qui a payé, monsieur Byner? Elle ou vous? » À ce moment de son récit, Byner s'interrompt pour avaler le bourbon auquel il n'a pas encore touché. Je lui renverse un second. Il l'ingurgite avant que j'aie le temps de remplir mon propre verre, puis un troisième avant que j'aie reposé la bouteille sur le comptoir. Le bar commence à se vider. Je lui sers un 4e whisky et il reprend son histoire. D'abord, il n'arrive pas à concevoir que quelqu'un puisse vouloir le tuer avec une bouteille cassée. Il se rend donc comme prévu à Flint City et travaille normalement toute la semaine. Comme il fait sa valise, le téléphone sonne. Il décroche. Rien. Byner appelle alors la standardiste. « Mademoiselle, savez-vous qui essayait de me joindre? » »« Un mufle, monsieur. Il prétendait téléphoner de Flushtown juste pour savoir si vous étiez descendu ici. Il n'a même pas voulu vous parler. Il m'a raccroché au nez. »« Mais a-t-il laissé un nom, un message? » ?»« Non, monsieur. Rien. » Byner refuse de se laisser gagner par la panique. 600 kilomètres séparent les deux villes. Il a du temps devant lui. « C'est dingue, se dit Byner. J'ai jamais vu ce type, mais il connaît mon nom. Et moi, je ne sais de lui que son prénom, Jack. » Byner téléphone au commissariat de Flushtown, mais là, on refuse de lui donner le nom du fiancé de mademoiselle Bellman. Il demande à parler au chef. Celui-ci refuse de lui répondre. Écœuré, Byner raccroche. Il songe à aller trouver la police de Flint City, mais il le fait pas. Au moment de quitter l'hôtel, il donne un billet de $20 au réceptionniste en lui demandant de garder son nom sur la liste des clients pendant 3 jours encore. « Et il se peut qu'un homme vienne demander après moi, dit-il au gars de la réception. Je voudrais savoir à quoi il ressemble et son nom, si possible. »
Empochant les 20 $, le réceptionniste lui dit qu'il fera de son mieux. Byner monte en voiture, regagne l'autoroute et s'arrête peu après dans un motel. L'employé du motel réagit à l'énoncé de son nom. Quelqu'un a cherché à le joindre au téléphone 2 ou 3 jours plus tôt. Byner se demande comment ce quelqu'un a retrouvé sa trace. Il en déduit que le type a dû téléphoner à tous les hôtels de la région. Byner prend une chambre et s'installe, mais incapable de dormir, refait sa valise, règle sa note et retourne en ville dès 2 heures du matin. Il entre dans un bar de nuit et téléphone à l'hôtel qu'il vient de quitter. Le veilleur de nuit lui dit que son ami est venu, qu'il l'a appelé de la cabine téléphonique de l'hôtel, mais qu'il a disparu avant qu'il ait eu le temps de voir à quoi il ressemblait. Le veilleur ajoute que s'il revient, il lui dira que Byner habite toujours ici, comme convenu. Ainsi, Jack est à ses trousses. Que va faire Byner maintenant? Où va-t-il aller? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. À proximité d'un bar, j'ai rencontré Everett Byner, affolé, effrayé, en quête d'un commissariat de police. Comprenant qu'il a besoin de se remonter, je l'emmène boire un verre. Et Byner me raconte son histoire. Une histoire incroyable. Quelques jours plus tôt, dans un restaurant, il a offert quelques whisky à une jeune femme, l'entraînant, sans le savoir, à replonger dans l'alcoolisme. Jack, le fiancé de la fille, est fou de rage. Car si la fille se remet à boire, son père la déshérite. Et le Jack en question perd ainsi $1 million. Depuis, il poursuit inlassablement Byner. Il a menacé de le tuer avec une bouteille. Byner s'efforce de lui échapper car il a compris que le fiancé était bien capable de mettre sa menace à exécution. Et Jack le poursuit inlassablement. Byner décide que le mieux serait de mettre la police au courant. Sans doute, celle de sa propre ville sera-t-elle plus disposée à l'aider. Il lui téléphonera demain matin. Pour l'heure, il prend la direction du nord et s'arrête à Capitol City. De là, il téléphone à son bureau. Et sa secrétaire lui annonce qu'un homme l'a appelé pour essayer d'obtenir son adresse. Brusquement, Byner se sent cerné. Il sait cependant ce qu'il lui reste à faire s'il trouve le courage nécessaire. Le journal qu'il a lu pendant son petit déjeuner lui a donné une idée. Il ouvre le journal à la page des petites annonces où se trouvent plusieurs chambres à louer. Il quitte le restaurant, monte dans un taxi et se fait conduire au 7 Madison Street. Là, il se dirige vers le numéro 8, notant qu'il est presque en face du 7. Parfait. Il espère que les 2 chambres sont encore libres. Le numéro 8 qu'il va visiter en premier propose une chambre sur le devant. Byner paie 1 semaine d'avance et laisse sa valise. Il dit à la logeuse qu'il s'appelle Johnson et qu'il reviendra plus tard avec le reste de ses bagages. Puis, il rentre à son hôtel, change de costume, paie sa note et repart avec sa voiture pour Madison Street. Cette fois, il entre au numéro 7. La chambre est toujours libre. Il paie 1 semaine d'avance et donne son vrai nom. « Je ne serai pas beaucoup là, » explique-t-il à sa logeuse. « Je travaille en dehors de la ville. La compagnie met des caravanes à notre disposition. Je passerai un soir de temps en temps. J'attends un ami. S'il vient, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, il peut occuper ma chambre. » Byner espère de toutes ses forces que Jack se laissera piéger. Byner trouve un garage pour sa voiture, puis il fait quelques achats avant de revenir s'installer au 8 Madison Street, muni d'une paire de jumelles, d'un appareil photo à téléobjectif et d'un stock de pellicules. Le lendemain matin,
Il photographie tout le monde, sans exception, note l'heure et le signalement de chacun. Tous les soirs, il téléphone à sa logeuse du numéro 7 pour savoir si son ami était passé le voir. Le 3e jour, une voiture noire passe lentement devant le numéro 7, puis s'arrête au coin de la rue. Une femme en sort et revient sur ses pas, une femme grande et forte qui porte un long manteau. Cette femme, c'est un homme. Byner s'y trompe pas. La silhouette pénètre au numéro 7. Byner se précipite sur le téléphone et compose le numéro de la police locale. Allô, je m'appelle Everett Byner. J'habite actuellement au 8 Madison Street. Je viens de voir un homme déguisé en femme entrer au numéro 7 de la rue. J'ai des raisons de croire qu'il s'est ainsi déguisé pour parvenir jusqu'à moi et à se livrer à des voies de fait sur ma personne. Je vous en prie, envoyez immédiatement un quart de police. Le flic étonné demande des détails. Mais dépêchez-vous, monsieur l'agent. Envoyez une voiture au numéro 7 Madison Street. Je vous attendrai. Dépêchez-vous pour l'amour de Dieu. Sinon, un assassin va s'échapper. Il raccroche brutalement et se rue vers la fenêtre. La femme est-elle ressortie pendant qu'il téléphonait? Enfin, une voiture de police fait son apparition et s'arrête devant le numéro 7. Une femme descend le perron au même instant et les policiers s'approchent d'elle. Mais bon sang, mais c'est la logeuse! Elle comprend évidemment rien à ce que racontent les deux flics. Pendant qu'ils discutent, le type qui s'était déguisé en femme ressort à son tour et se dirige vers sa voiture. Byner ouvre sa fenêtre et hurle au policier. « Mais non, pas elle, c'est l'autre! Celle qui s'éloigne! C'est un homme !» Les deux flics se retournent, mais trop tard. Ils voient alors la femme franchir au galop les derniers mètres qui la séparent de son véhicule. Elle en perd une de ses chaussures, mais ne s'arrête pas pour autant. Elle ou il monte dans sa voiture et s'éloigne sans que les flics aient pu relever le numéro minéralogique. Byner sort de la maison et s'assied sur les marches. Il a envie de pleurer. Il raconte au policier que ce fou, déguisé en femme, veut le tuer, qu'il sait même pas pourquoi, qu'il ne l'a jamais vu, il sait même pas quelle tête il a. Les flics lui demandent s'il veut faire une déposition au commissariat. Il répond que ça servira à rien, mais qu'il va le faire tout de même. Byner s'arrête de me raconter son histoire pour s'enfiler 2 autres bourbons. Le bar s'est vidé. Byner fixe d'un air hébété le buveur solitaire à l'autre bout du comptoir. Puis, il reprend son récit. Donc, il fait sa déposition au commissariat et revient au 8 Madison Street à la nuit tombée. Sa logeuse l'accueille. « Ah, monsieur Johnson, vous venez de rater votre ami. J'ai pas su lui dire à quelle heure vous rentreriez. Alors, il est retourné à son hôtel. » Est-ce qu'il a laissé un message, madame? Non, juste un petit paquet que j'ai déposé dans votre chambre. Est-ce que j'ai bien fait? Oui, c'est parfait, madame. Merci. Le paquet en question contient une bouteille de whisky miniature dont le culot est brisé. Alors la panique s'empare de Byner. Il jette ses affaires pêle-mêle dans ses valises, puis il fonce dans la rue. Chaque pas derrière lui déclenche un spasme de terreur. Pour un peu, il abandonnerait ses bagages sur place. Il finit malgré tout par héler un taxi et se fait conduire à la gare centrale. Ce bref parcours lui donne le temps de reprendre un peu son sang-froid. Il décide de laisser ses valises à la consigne, d'aller chercher sa voiture et de revenir prendre ses bagages. Puis, il rentrera chez lui, ce qui représente un pénible voyage de 1200 kilomètres, mais il sait qu'il ne pourra pas s'arrêter avant de s'être mis sous la protection de la police de sa ville. En partant de la gare, il change 2 fois de taxi et fait arrêter le 3e devant le garage. Mais là, il comprend qu'il est de nouveau traqué.
Un autre taxi s'est arrêté juste derrière le sien. Saisi d'une insurmontable panique, il se met à courir. Il court à l'aveuglette comme un fou, bousculant les passants. Il traverse des rues, devant des voitures, tourne à des carrefours, descend des ruelles sans savoir où il se trouve, sans regarder derrière lui, sans tendre l'oreille pour savoir si on le poursuit. Il n'a qu'une seule idée en tête, continuer de courir. Continuer jusqu'au moment où, émergeant d'une ruelle, il me rencontre et je l'emmène boire un verre. À présent, nous sommes seuls dans le bar. Le départ du buveur solitaire semble avoir soulagé Byner. Barman s'est absenté un moment, sans doute pour pousser un petit roupillon dans son arrière-salle. Byner me tend son verre vide. J'attrape la bouteille de whisky à pleine main. Depuis qu'on est là, on a siroté pas mal. On a fait baisser considérablement le contenu de la bouteille. C'est pourquoi il tombe que très peu de whisky par terre lorsque je la frappe violemment sur le comptoir afin d'en briser le fond. Byner me regarde, hébété. Il comprend. Mais trop tard. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.